Donc, nous sommes arrivés à Bruges. Maintenant, on va situer d'abord Bruges sur la carte. Alors, où vous situez Bruges sur la carte? Vas-y, viens. Montre-moi d'abord avec ton doigt. Ouais, c'est ici, ouais. Sur le pont, ouais. Merci. Alors, et maintenant, par rapport à Nivelles, d'où on vient? Quelqu'un sait où se trouve Nivelles? Oui, derrière. Oui. Vas-y, montre-moi avec ton doigt avant. Un petit peu plus au sud. Oui, ici, là où il y a le point. C'est à quelques kilomètres près, ouais. Alors, voilà déjà le trajet qu'on a fait aujourd'hui. Alors Bruges, vous savez bien qu'en néerlandais, ça ne se dit pas... Voilà, c'est Brugge, avec 2 G et un E. Donc, où se situe Bruges au niveau géographique? Oui. Au nord-est. Au nord-est. Dans quelle région? Nord-ouest. Nord-ouest. Dans quelle région? Du Hainaut, non. Flandre occidentale. Ça, c'est pas la région, c'est attention. Oui. Oui, vas-y, dis-le. La région flamande, dans la province, je le dis tantôt. Le Flandre. Le Hainaut, c'est ici. Hein. Ouais. Donc, c'est la Flandre occidentale. Vas-y, on te dit. Donc voilà, donc on va faire un petit peu l'historique de la ville de Bruges. Moi, je vais commencer par le Moyen-Âge et ensuite on continuera avec le temps moderne et l'époque contemporaine. Donc Bruges apparaît au Moyen-Âge en tant que place fortifiée, située le long d'un bras de mer qu'on va appeler plus tard le Zwin. C'est ceci le Zwin. Baudouin, qui est le vassal du roi carolingien Charles le Chauve. Alors carolingien, si je vous dis carolingien, ça vous fait penser à quoi? Non, c'est pas Carolo, c'est Charlemagne. C'était le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve. Donc il est envoyé en pays flamand. Donc le pays flamand est ici, à l'époque. À noter qu'il ne correspond pas du tout, en termes géographiques, à la Flandre actuelle. Donc il est envoyé pour protéger les populations des invasions normandes. Alors normande, qu'est-ce que vous entendez par normande? Oui? Normandie, exactement. Et pourquoi? Pour faire un lien. Nord, voilà, normand, homme du Nord en fait, d'où la Normandie, maintenant à l'heure actuelle. Alors Baudouin, ce qu'on peut considérer comme un prince territorial. Donc je vais vous montrer ce qu'est la Flandre à l'époque. D'abord c'est juste, donc on peut voir un petit peu aussi l'expansion, l'essor de Bruges. À la base, ça c'est au 9e siècle, c'est en orange foncé. Jusqu'en 1127, c'est ceci Bruges. Et puis c'est tous les territoires, il va y avoir 2 murailles. La première muraille c'est la vieille ville et la deuxième muraille est ici jusqu'en 1297. Donc voilà. Alors, à la fin du XVe siècle, le Zwin, comme vous voyez ici, qui permettait aux bateaux de pouvoir aller jusqu'à la ville de Bruges sans sable. Donc, les bateaux ne peuvent plus aller jusqu'à Bruges pour exercer du commerce. Il y a donc un problème. Alors, Charles Quint, d'après vous, que pouvez-vous me dire sur Charles Quint? Charles Quint, ça vous dit quoi quand on dit ce nom-là? Il est méchant. Mis à part ça, historiquement parlant, Charles Quint, vous n'avez jamais vu? Non. Ok. Alors, Charles Quint, c'est un roi espagnol qui est né à Gand, tout près, ici. Et en fait, il avait des colonies en Amérique du Sud, en Amérique et en Europe. Donc, il avait un immense empire. Donc, même sa venue à Bruges ne pourra pas masquer la dure réalité, il y a une crise économique, un problème de commerce. Donc, quels sont les grands ports, qui sont toujours des grands ports actuellement, qui ont pris voilà, le dessus sur Bruges? C'est le port d'Anvers, comme tu l'as dit, et un autre, un peu plus au nord, aux Pays-Bas, Amsterdam. Voilà. Donc, ouais, comme la chanson de Brel. Donc, il y a un problème de commerce. Donc, en 1562, on crée un canal qui va rejoindre Bruges, qui est ici, à Sluis, qui est aux Pays-Bas, ici. Ok? Donc, on crée un canal pour pouvoir rejoindre un bras de mer. Donc, l'Escaut occidental.
20 ans après, on crée un canal qui va de Bruges à Gand, sur cette carte-ci qui fait ceci, ok, et qui permet aussi de rejoindre l'Escaut. L'Escaut qui est un fleuve de Belgique, ça vous l'avez vu. Alors, 9 ans plus tard, on construit un canal qui va de Bruges à Ostende. Donc Bruges est un rassemblement de canaux. Ok, on l'appelle comment? Bruges, la ville de Bruges? La Venise du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux cours d'eau et vous allez le voir là-bas, il y a déjà un canal, un petit canal. Déjà, oui. Donc, ce qui rend à la Flandre un accès à la mer sans passer par les Pays-Bas, qui à l'époque s'appellent les Provinces-Unies. Alors, en 1795, notre territoire est annexé par la France. Ok? Napoléon, etc. En 1830, il y a quel événement? L'indépendance de Belgique. Voilà, la Révolution belge. Donc, le canal Bruges-Sluis n'a plus aucune utilité. Pourquoi? Parce que Sluis est aux Pays-Bas maintenant. Et qui les Belges ont chassé de Bruxelles? Les Hollandais. Donc, si, mais c'est des Pays-Bas. Donc, ils empêchent les bateaux belges d'atteindre Bruges. À partir de ce moment-là, il y a de nouveau une crise économique. Ok? Toute la dentelle, on ne sait plus en produire, etc. Donc, vers la moitié du 19e siècle, la population est même poussée à l'émeute. Donc c'est vraiment la grosse pagaille. En 1865, Léopold II, alors pour vous Léopold II, qui est-ce? C'est le roi. Tu l'as dit? Le roi bâtisseur. Okay. Bien. Alors, il monte sur le trône et en tant que roi bâtisseur, il va vouloir que la ville de Bruges soit rénovée entièrement. Donc, il le dit, il veut que tous les joyaux de Belgique soient visités par les touristes du monde. Donc, Bruges à l'heure actuelle, est-ce que c'est une ville célèbre dans le monde? Ouais. Donnez-moi un exemple très récent. On connaît Bruges. Voilà, le film In Bruges. C'est un film américain. Oui, aussi. Et donc le film, c'est In Bruges. Alors, la ville de Bruges est à la fin du 19e siècle de plus en plus dure d'accès. Donc, qu'est-ce qu'on va construire en 1907? Ici, un port. Alors, avez-vous déjà été à la mer avec vos parents? Oui. Oui. Ostende. Ostende. Maintenant, il y a une station balnéaire le long de la côte qui s'appelle Zeebruges. Donc, comme Bruges est plus reculé dans les terres, on crée un port sur la côte pour permettre de relier Bruges au commerce maritime. Voilà, Zeebruges. Donc, il ne faut pas en profiter longtemps, car en 1914, que se passe-t-il? 1914, la Première Guerre mondiale, logiquement. On ne va pas chercher trop loin. Donc, il y a la Première Guerre mondiale, les Allemands occupent le port. Et en 1918, les Anglais libèrent le port, mais ils bombardent la ville. Donc, tout est détruit. Après la guerre, il faut donc reconstruire. Dans les années 30, que se passe-t-il? Et on vous avez sûrement entendu parler à la télévision et dans les médias. Dans les années 30, il y a, et ça se passe maintenant aussi, non, une crise, voilà. Voilà, une crise économique. La crise de 29. Donc, il y a une crise économique et la reconstruction est encore plus difficile. Donc, à partir de 1945, Bruges et Zeebruges vont commencer leur rénovation tout doucement. Et elle est actuellement, comme vous allez voir, en construction, on rénove des choses. Voilà. Donc c'est une rénovation constante. Voilà. Ça fait combien de temps qu'ils sont plus à reconstruire? Depuis la guerre, on rénove petit à petit. Ça fait long. Ouais. Donc ça fait déjà plus de 50 ans que... Mais il y a des bâtiments plus spécifiques dans la ville et ça, c'est d'autres groupes qui vous l'expliqueront. Ok? Voilà.
Celui-là, c'est le Ah, canal. pourquoi le canal? Parce que le canal, quand on le monte, ça fait un L. À Bruges, on vous a dit tantôt, ça s'appelait comment? Quoi? Bruges, son surnom, c'était quoi? C'est la petite Venise. La petite Venise du Nord. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs canaux. Donc c'est un des canaux de Bruges. Et oui, c'est celui-là. Un des canaux. On a appris ça. Si on dit là, c'est À le votre seul avis, canal. je voudrais savoir pourquoi y a-t-il autant de canaux à Bruges? On en a déjà parlé un peu tantôt. La commercialisation. Parce qu'il pleut beaucoup. Ok, bon, j'ai entendu plusieurs réponses. Parce qu'il parce pleut que- beaucoup, on oublie. Parce qu'il y a beaucoup de canaux. Il y a la- Ok. Sinon, il n'y en aurait pas trop de débat. Voilà. Ok, j'ai entendu parce qu'il y a la mer tout près. Alors, la mer n'est pas très loin, j'avoue, à 15 km, enfin plus de 15-20 km. Non. C'est pas très très loin. Alors on y va à pied. Mais bon, l'accès à la mer n'était pas aisé. 15-20 km, c'est quand même. Enfin, s'il n'y a pas d'accès, c'est pas facile. Alors, quel est l'accès jusqu'à la mer? On en a parlé tantôt. Le canot. Bah, il n'y avait pas que ça. Ok, on en a. Alors, il y a quelque chose de bien spécifique ici qui a fait qu'on ait un accès facile jusqu'à la mer. Le port. Le Zwin. Le Voilà. Zwin, Le voilà. voilà. Ok, très bien. Zwin. On l'a montré tantôt. Alors, comme vous l'aviez dit, il y a eu un raz-de-marée qui a amené le Zwin, donc un Qui bras a de formé mer, le Zwin, ouais. qui a formé le Zwin. Donc c'est un bras de mer jusque pas très loin d'ici. Donc, génial pour la petite ville de Bruges qui était encore rien du tout à l'époque. Hop, on a un accès à la mer. Super. Et pourquoi est-ce qu'un accès à la mer c'est intéressant? Ça mène de l'eau, Ça non, amène les pas spécialement. touristes. Ah, le commerce. Ça amène Ça les amène les touristes. À l'époque, il y avait beaucoup de touristes. On a dit commerce, voilà, beaucoup de commerce. Voilà, ok. À l'époque, commercer, c'est pas très très facile. Il faut des moyens de pouvoir transporter de la marchandise. Et bon, on n'a pas encore les camions, les autoroutes, tout ce qu'il y a, les trains, les bateaux, enfin, les super tankers comme on a maintenant. Ok. Le seul moyen vraiment efficace, c'est par bateau. Et le bateau, bah, vu que maintenant on a le port un peu plus loin grâce au Zwin, alors on va aménager un peu la ville de Bruges avec des canaux. Comme ça, on débarque au port qui se trouve près du Zwin. Et par les canaux, on amène tout dans la ville de Bruges, qui deviendra une grosse ville. Et Grâce à l'eau. mais grâce au canot, grâce à l'eau. Donc voilà, on a Et aménagé dans la les ville de canaux. Bruges, même à l'époque, c'est une petite anecdote, il n'y aura pas qu'une seule monnaie, il y aura des monnaies de tout le monde entier qui viendra jusqu'ici. Donc tout le monde va troquer avec un Il y peu. a des marchandises du monde entier qui vont arriver ici. Et ça sera un des plus gros ports d'Europe à ce moment-là. Voilà. Alors, une petite chose, les canaux à l'époque, c'est comme les routes maintenant. Hein. Voilà. Il y en a dans tous les sens pour pouvoir desservir la marchandise dans tous les sens. Pourquoi Il y avait même à Bruges un marché complètement sur l'eau. Donc une place remplie d'eau. Il y avait des gens qui arrivaient avec leur petit bateau, ils parquaient leur petit bateau. Et alors de là, il y avait des échanges qui se faisaient. On n'avait même plus besoin de débarquer la marchandise à terre. Là, on restait sur l'eau. Et pourquoi on utilisait les canaux à la place des routes? C'est plus rapide. Non, c'est pour ça les gens. C'est Montpellier. Ah, pourquoi plus facilement? Parce que c'est de l'eau. Ah, mais c'est pas Parce que possible. rien, il y a Bordeaux. Il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce qu'avant il y a des camions? On se met dessus, on bouge plus. Ah. On peut transporter plus. Non. Oui, on sait pas, on se transporter beaucoup plus. Mais est-ce qu'avant on avait les facilités de maintenant regarder une camionnette qui passe là-bas? Est-ce qu'on avait cette facilité de ça avant? Oui. Mais et à la place des bateaux, vous aviez, à la place des camions, vous aviez des bateaux à la place. Pour transporter la... Voilà. Voilà, à Donc c'est l'époque, pour ça qu'on faire a des besoin des routes canaux. ici, c'était pas très facile. C'est pas Je sais pas si rentable. vous avez remarqué, mais trouver des carrières de pierre dans le coin, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein. On est quasiment au niveau de la mer, donc c'est vraiment l'horreur. Donc pour trouver de la pierre, pour pouvoir construire une route bien solide avec des fondations costauds, et c'est quasiment pas possible. Donc il faut trouver une autre solution. Et la solution, c'est... L'eau. Voilà, très bien. Ils ont envie de l'eau. Ok. Alors, à partir d'un moment... Voilà. il y Qu'est-ce a qui un risque problème. toujours d'arriver dans les... Que ça gêne. Je l'ai pas spécialement que ça, non. Ouais, ça pourrait, Ça, mais il y a bon, des inondations, mais pas les canaux, c'est bien. Justement, c'est canalisé, donc il y a moins d'inondations. l'eau arrive dans les Ah, canaux. le sable, et qu'est-ce alors, qu'il y a à avec ce le moment-là, sable? Ça bouge. Ah, voilà, c'est ensablé, voilà. Donc ça a ensablé le Zwin. Et donc le Zwin va commencer à se dépérir. Il y aura moins de gros bateaux qui vont venir. Donc les canaux de Bruges vont commencer à être dans le déclin et ça ne plus à grand chose vu que les bateaux n'arrivent plus jusqu'ici. tous les gros bateaux qui arrivaient ici jusqu'à l'époque, vu qu'il y a beaucoup moins d'eau pour arriver jusqu'ici, le Zwin il est bien ensablé. Il y a Voilà, les quasiment gros bateaux, il n'y a de plus moyen. venir. Voilà. Alors,
qu'est-ce que Antoine Antoine a avait dit. dit Ouais. sur la façon dont... Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire pour continuer à... C'est Parce que Bruges... Ah. bien avant, hein. Ça, c'est après. Retiens-le, mais pour après. Voilà. Oui, Ah. il y avait une solution. Oui, il a dit. Un port ou ça? Ah, mais Ah après. ouais, mais ça Après, là, attends. on revient Un avant. canal. Oui, Ouais, il y mais. a des... Oui. Canal qui rejoint comme c'est dans le truc en Hollande. Ouais, tu Ouais, dis voilà, ici, voilà, Hollande, voilà, voilà, c'est bon. Non, Amsterdam, c'est beaucoup plus au nord des Une Pays-Bas. petite ville dans les Pays-Bas. C'est voilà, tu dois bien retenir, ça c'est Sluis, voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette ville-là va être beaucoup plus pratique que Bruges? C'est sur la mer. Voilà, Voilà. l'accès à la mer est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc les bateaux arrivent là très facilement, maintenant ils arrivent plus jusqu'à Bruges. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour continuer à promouvoir Bruges? Et tout en laissant les marchandises à... Bah voilà, très Voilà, bien. tout le temps des canaux. On va essayer de Voilà. construire un petit canal pour pouvoir... Enfin, un petit canal, c'est Ouais, quand même un petit un canal canal, pour relier Bruges à Sluis, donc la petite ville des Pays-Bas. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours au point. Et est-ce qu'on va en faire qu'un seul? On va en creuser un seul? Non. Le truc, c'est qu'à chaque époque, il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive pour pouvoir continuer à avoir de l'eau dans ce canal. Et chaque époque, ça commence à se réensabler et ça se termine. Enfin, il y a le truc. Donc on recreuse chaque Donc, fois le voilà. canal, on en creuse un peu à C'est pour ça qu'on a toute une réseau de canaux, un peu comme comme ici, regardez ici, c'est bien canalisé. Et là, ici, vous en verrez un peu partout, on va passer tout le temps des ponts, donc vous en verrez partout. Hein. À chaque fois que vous aurez un, C'est pas le même. il faut bien dire Non, c'est pas spécialement le même. Il y a des connexions entre certains, mais c'est pas tout le temps le même. Hein. C'est tout le temps ceux qui ont Ils sont pas tous reliés par un endroit. Pas tous, non. Ils sont même pas sous la terre. Généralement, Sur la terre, t'auras du mal, ils sont hein. quand même, ils essaient de les relier entre Voilà. eux parce que ça sert de route. Mais bon, si tu peux rester que dans ce tronçon-ci à ce tronçon-ci, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Ok. Donc il y en a qui vont être sur circuit fermé, il y aura une partie des canaux dans un coin, puis l'autre dans une autre partie, mais généralement ils essayent de faire vraiment des interconnexions partout. Mais c'est toujours relié à un endroit pour pouvoir passer. Ouais, Voilà. il y a toujours Ok, oui. très Parce bien. que sinon, C'est c'est rapide. le même endroit où c'est tous reliés. Non, non, non. Non, c'est pas un gros carrefour où t'as tous les canaux qui arrivent. Hein. Non, c'est plusieurs carrefours. Comment ils arrivent Ah ben, t'arrives. Comment? Comment ils peuvent arriver partout alors que c'est pas le même Ah. endroit? Vous avez déjà vu en géographie les canaux? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour alimenter le canal tout le temps? De l'eau. La mer, c'est un peu trop loin. C'est clair. De l'eau, elle viendrait où l'eau? Du ciel. Du ciel? Non, pas spécialement. Du ciel, mais après... L'eau, enfin les l'eau canaux de la canalisent Voilà. l'eau qui tombe, Et le... Oui, ils le récupèrent un petit peu, mais bon. pardon? Voilà, d'autres canaux. Et La fraise. il faut un cours d'eau aussi à Il y la a un base. petit truc, c'est vrai, Voilà. un simple cours d'eau. Voilà, pour alimenter, il faut un cours d'eau pour alimenter tous les canaux. Donc on a dévié un cours d'eau pour les rejoindre ici, comme ça il alimente tous les canaux de Bruges au moins comme ça. Ce petit cours d'eau s'appelle la Rège. Et après, voilà. Ok. Donc, il y a eu plusieurs tentatives pour sauver Bruges, puisque elle n'avait plus d'utilité par rapport à la mer. Donc on a essayé de construire vraiment des canaux pour pouvoir sauver Bruges. À un moment, c'est peine perdue. Le Zwin, il est totalement ensablé. Il n'y a quasiment plus moyen, enfin c'est beau, enfin, ça sert plus à rien de sauver Bruges puisqu'il est quasiment plus accessible. Ah, ok, oui, ok, Zébruges, si ouais. tu Qu'est-ce veux. que ça veut dire Zébruges? C'est la trique Zé, balnéaire. c'est quoi? Zé, c'est quoi? C'est la et mer, Bruges, ok. donc, la mer de Bruges, voilà. Bah voilà. Le port de la mer de Bruges. Donc, Ok. on va construire Zébruges. Pourquoi? Pour le commerce. Voilà. Pour le commerce, voilà. Comme ça on garde un gros port aussi là-bas. Qui sera beaucoup plus proche de la mer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il l'a dit. Très bien. Sur un Bruges à Zébruges. Ça c'est haut. En quelle année, enfin, plus ou moins? Quel siècle? Vous avez entendu? Il l'a dit, hein? Pas plus. 20e. 20e siècle. Très bien. Et donc, avec le développement un peu des industries et tout ça, et des routes, des automobiles, les canaux commencent à plus servir à grand chose. Vous l'entendez bien, il y a des voitures partout, des camions partout. Et donc, on va tirer les marchandises qu'on avait sur les péniches et tout ça, on va les mettre dans les camions. Donc on fait venir directement par camion, d'ailleurs vous regardez là un peu, on en va passer tout le temps. C'est pour ça qu'on s'est retiré ici, sinon il y a beaucoup de bruit à cause des camions. Donc voilà, les canaux vont un peu servir simplement des tourismes. Voilà. La plupart des canaux que vous pourrez voir à Bruges, tout un temps, ils étaient asséchés. Voilà. Quasiment, c'était de la boue, on n'utilisait pas plus beaucoup. Alors,
voilà, pourquoi est-ce qu'on a remis de l'eau dans ces canaux? Commerce, non. Parce que ça servait plus à grand Voilà, chose. tourisme. Voilà. Voilà, principalement pour le tourisme. À un moment, il y a eu Bruges la morte, on appelait ça. Parce que c'était fini, ça ne servait plus à rien de sauver Bruges. Il n'y avait plus d'accès à la mer, donc c'était fini. Et tout un temps, c'est vrai que c'était un peu mort, si on veut. Et on va rénover un peu tout ça, on va remettre de l'eau dans les canaux et on va faire un grand centre d'art et artistique. Et comme ça, les tourismes viennent et on amène de l'argent grâce au tourisme maintenant à Bruges. Alors, peut-être une petite question. Pourquoi alors est-ce que, vous allez voir, mais vous connaissez déjà quelques images de Bruges, est-ce que Bruges est restée comme il y a très longtemps? C'est une ville médiévale. Non, elle n'est pas restée comme ça. Pourquoi? Regarde, les bâtiments, ils datent pas d'hier. En sachant ce qu'on a dit. Pourquoi est-ce que c'est resté si beau, si ancien? Ok, on a préservé ça pour le tourisme, mais bon, c'est les dernières années. Pourquoi ils n'ont pas fait des nouveaux bâtiments? Depuis le XIIIe siècle jusque maintenant. Parce qu'il y a des restes de... Pourquoi est-ce que ça s'est pas modernisé comme toutes les autres villes? Justement pour que le tourisme, ça... Oui, mais ils n'ont pas pensé au tourisme au XVe siècle, hein. Ils ne pensaient pas au tourisme. Ok, on peut déjà penser que la même chose, mais ça coûte très cher. Ah voilà, c'est trop cher de développer pour une ville qui ne sert à rien. Oui, elle est morte. Oui, si tu veux. Mais bon, l'idée, c'est le point principal, voilà. La ville ne s'est plus développée à partir d'un moment. Si on a dit Bruges la morte, c'est qu'il n'y avait plus rien quasiment. C'était une petite ville, mais sans plus de grosses activités. Et donc, il ne va pas y avoir de modernisation tout au long de son histoire. Et donc, on retrouve Bruges avec voilà, quasiment... La vieille ville de Bruges reste quasi intacte depuis très longtemps. Les bâtiments, voilà. Mais dans 20 ans, c'est comme ça. Ah si. Bah, ils vont on essayer reste de maintenant pour préserver le tourisme. Voilà. Maintenant, si le tourisme ne marche plus, on ne saura plus rien faire de ces vieux bâtiments. On habite là. Si, tu verras, il y a des habitations qui sont encore avec des familles. Ici, non. Ça coûte très cher. Voilà, ça coûte très cher ces maisons-là. Voilà. Historique. Alors il faut savoir qu'à la base, Notre-Dame n'était pas une église, mais une chapelle. Elle a été bâtie au 9e siècle. Alors elle était à l'extérieur en fait des limites de la ville. Le problème, c'est que cette église va gagner de plus en plus d'importance. Elle va gagner de plus en plus d'importance. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir l'agrandir. Donc en l'agrandissant, ça va devenir une église et non plus une chapelle. Un problème qui reste malgré tout, c'est le fait que l'église soit à l'extérieur des limites de la ville. Alors la ville était limitée notamment par les canaux. Alors les bourgeois au XIIe siècle ont communiqué. Vont se dire, il faut absolument que l'église rentre dans la ville. Alors à votre avis, comment vont-ils procéder pour inclure l'église dans la ville? Que peuvent-ils faire? Je vous ai dit que la ville était délimitée par les canaux. Oui. Ils vont agrandir les canaux, voilà, ils vont bouger l'emplacement des canaux pour que l'église soit à l'intérieur. Donc ça c'est au XIIe siècle. Alors au XIIIe siècle, ils vont de nouveau agrandir l'église, mais sous un autre style que l'on verra juste après. Alors au XIVe, XVe siècle, ils vont ajouter des nefs collatérales, donc deux parties sur les côtés de l'église. Enfin, on va parler de 1900-1906. Il faut savoir qu'en 1900-1906, la façade de l'église était un peu abîmée. Ce qu'ils vont vouloir faire, c'est la restaurer. Mais il va y avoir un problème. À votre avis, ça pourrait être quoi ce problème pour la restauration? C'est trop grand. C'est vrai que c'est très grand, mais ils avaient l'ambition de le faire, donc la taille ne leur a pas fait peur tout de suite. Ils n'avaient pas les matériaux. Voilà, ils n'avaient pas en fait les renseignements qu'il leur fallait. Ils voulaient restaurer l'église ils voulaient restaurer l'église comme au XIIIe siècle. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de documents en leur possession. Donc ils n'ont pas su le faire de manière totalement fidèle. Alors à l'intérieur de l'église, on retrouve notamment la sculpture une des sculptures de Michel-Ange, c'est Notre-Dame et l'Enfant. Voilà. Pourquoi ce côté-ci est un peu plus beige et là il est gris? On va le voir tout de suite. Alors vous allez faire des observations. Alors que pouvez-vous observer sur cette église? Qu'est-ce que vous voyez? Vas-y. Normalement, donc ce que je viens de dire, il est beige, mais pourquoi là? On dirait qu'il y avait une fenêtre, mais ils l'ont... Voilà, dans le train, on dirait qu'il y avait une fenêtre, mais ils l'ont... Il y avait une fenêtre, mais ils l'ont dégagé. Alors, on va dire pourquoi des bulles grises et des gris fermés. Si, forcément. Alors, on a l'art roman, c'est-à-dire l'art de... Alors, le roman, vous l'avez vu. Alors, le roman, vous avez vu le roman mondial dans l'art roman? Oui, parce que... Alors, est-ce que vous pouvez me dire les caractéristiques de l'art roman? Elles étaient en petite, en pointe.
Petite en pointe. Alors petite, alors ça c'est quoi? Un aspect comment les églises? C'était comment? Elles étaient fort petites, elles étaient trapues en fait, des petites églises. Trapues, oui. Alors les murs, comment étaient-ils les murs? Comme les églises étaient petites, est-ce qu'on pouvait faire de grandes églises? C'était plus fin et pas épais. Enfin, plus épais que fin. Au roman, les murs étaient fort épais. Fort épais, donc c'est pour ça qu'on ne savait pas bâtir notamment très très haut. Ok. Et maintenant pour l'art gothique. Oui, attends. Les 1280 et 1350, on l'a modifié dans le but d'en faire une cathédrale. Qui peut me rappeler les deux fonctions de la cathédrale? Je sais pas, la cathédrale, c'est Qui vit dans une cathédrale? Le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame. Ça c'est à Notre-Dame. Un peu dur ça. C'est les plus importants, Les plus importants, c'est ce qu'on appelle les évêques. D'accord? Donc une cathédrale, c'est pour ce qui. C'est le lieu de résidence d'un évêque. Et c'est le siège d'un évêché. Évêché, donc évêque. Ok, on l'a compris. Alors, les trois patrons de l'église sont Saint-Sauveur, Saint-Donation et Saint-Éloi. Saint-Éloi. C'est pour la fin, à mon avis, c'est quand elle a été créée. La Saint-Éloi, qui fête la Saint-Éloi? Ouais, les travailleurs. Les travailleurs. Voilà. Je crois que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, on va faire une petite analyse de l'architecture Ce bâtiment. De ce bâtiment. de la cathédrale. Alors, que peut-vous... Oui, En ce qui concerne les fenêtres, observez-vous au niveau des fenêtres. Est-ce qu'elles sont grandes, est-ce qu'elles sont petites? Un peu grande quand même. elles sont... Elles sont grandes. Est-ce qu'elles sont nombreuses? Oui. Oui. Alors, pour les voûtes, Son Vélux. on a... En ce qui concerne les voûtes, est-ce qu'elles sont en plein cintre ou est-ce qu'elles sont en arc ogival? En plein cintre. Rappelez-moi ce que c'est un arc en plein cintre. Bon, les ch'tibiloutes, si vous avez vu comme 25 millions de personnes les ch'tis construisent ce monument, un beffroi. Comme dans les ch'tis, j'ai le carillon. Comment? C'est pas comme chez les ch'tis, là, il y a des carillons. Voilà. Et il y a le carillon tout au-dessus. Voilà, exactement. Donc c'est un beffroi. D'accord? Alors il faut savoir qu'au 9e siècle, c'est la naissance des villes. Mais elles sont sous l'autorité d'un seigneur. Et enfin, au 11e siècle, il va y avoir donc les villes, elles vont être libres. Et elles vont être, comment dire, libres grâce à des chartes. D'accord? Donc c'est le seigneur qui va rédiger un petit papier pour dire que les villes sont libres. Alors, quelqu'un m'a dit quelque chose tout à l'heure. Il me disait que ce bâtiment était aussi grand que quoi? Et que ce qu'on a vu là. Que ce qu'on a vu là? Pas la Notre-Dame, mais l'autre. Celui de Saint-Sauveur. Eh bien, selon vous, justement, qu'est-ce qui a été construit en premier? Les monuments qu'on a vus avant, les monuments religieux, ou alors ce bâtiment-ci? Le beffroi, il était construit avant. Non, c'était pour prévenir qu'on les prend attaquer. Oui, mais d'abord, qu'est-ce qui a été construit d'abord? Pas ça, l'autre. Moi, je suis pas... Qu'est-ce qui est arrivé avant? Les villes ou les églises? Les villes, églises. Les églises. Et le fait... Là, on entend le carillon. C'est le carillon. Et le fait que ce soit haut comme ça, c'est pourquoi justement? C'est pour... Oui, pour prévenir les ennemis, mais pourquoi ils l'ont fait si haut? Non, non, c'est pour les villes. Oui, ben justement, voilà, c'est ça. En fait, c'est pour concurrencer... Les gars, écoutez, s'il vous plaît. C'est pour concurrencer les tours des églises et des cathédrales. En fait, c'est un grand sentiment, comment dire, d'orgueil. D'ailleurs, quand on est arrivé à la gare, vous avez vu deux choses. C'est ce que vous avez vu. Le beffroi. Vous l'avez vu, non? Oui. De la gare. Oui. La tour, là-bas. Et la tour, la plus grande dont mon ami vous a parlé, c'était quoi? la grande tour, c'est... Le Saint-Sauveur. Notre-Dame. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de ça. Alors, le premier beffroi qui a été construit à Bruges, il date de 1240. Est-ce qu'il était comme ceci, selon vous? Non. Il devait être en quelle matière, dans un premier temps? En bois, exactement. Et qui dit bois, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose est attaqué qu'il est en bois? Il y a des incendies. Donc en fait, quelques années plus tard, en 1280, il y a eu un incendie et la tour a pris feu. Et je vous ai dit qu'en fait, le beffroi, ça appartenait à la ville. Quelle est l'utilité d'un beffroi pour une ville? Qu'est-ce qu'on garde? La garder pas la garder en sécurité, mais la... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans une ville? Si les villes s'occupent d'elles-mêmes, en fait, on a créé des beffrois pour que les villes s'occupent d'elles-mêmes. On en trouve dedans. Vous vous mariez où, par exemple? Dans les églises.
Oui, mais d'abord, en Belgique, on doit se marier où d'abord? À la commune. Donc ça gère par exemple tout ce qui est papier, ça gère l'administratif, d'accord? Et donc quand il y a eu l'incendie, par exemple, il y a quelques archives qui ont été brûlées. Et en 1280, on va construire un nouveau beffroi. Et mes amis vont vous parler par la suite de ça. Il y a un hôtel de ville qui va être construit et certaines fonctions vont être dégagées vers l'hôtel de ville. Alors, il n'y a pas qu'un beffroi ici. Qu'est-ce que vous voyez? D'une part, il y a un beffroi. Et là, Il y a deux parties. il y a deux parties. Dis-moi les deux parties. Il y a les deux tours. Là, juste là, au centre. Voilà, en fait, on ne le voit pas très bien, mais exactement, le beffroi, il est comme ceci. Vous voyez? Vous avez une cour ici principale, et ensuite, voilà, vous avez un rectangle. Quelle pourrait être éventuellement l'utilité de ce rectangle? Qu'est-ce que ça pourrait être? Protéger les autres. Non. On vous a beaucoup parlé des draps, des laines, etc. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un centre de commercialisation. Oui, c'est ça, un centre de commercialisation, un centre de commerce. Et en fait, à l'époque, c'était tout simplement le marché. C'était un marché couvert. Vous savez pas comment ça s'appelle ceci? Chez vous, quand vous rentrez chez vous, on appelle ça en anglais un hall. Maintenant, ici, c'est un hall. Et là-dedans, en fait, il y avait des petits commerçants qui commercialisaient leurs produits et qui aussi pouvaient mettre en entrepôt tout ce qui était laine et drap. D'accord? Alors, tout à l'heure, on vous a dit que 122 mètres, c'est ça? La plus grande tour faisait 122 mètres. Le beffroi est plus grand ou plus petit? Plus grand. C'est vrai? Je suis sûre. T'es sûr? Bah, sérieux, les Ah bah, tu te trompes de moins 50 mètres, tu fais 84 mètres. C'est parce que c'est plus gros. C'est parce que tu as plus de distance, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus petit. Alors, on va juste maintenant parler en vitesse de ceci. Vous voyez, vous avez une porte, un portail d'entrée. C'est clair pour tout le monde? Juste au-dessus, vous avez un petit balcon. À quoi pourrait servir un petit balcon? Ici, il y a souvent peut-être une personne très importante qui se met là et il y a plein de gens ici. Voilà. Et si vous êtes une personne importante et que vous vous mettez là, que tout le monde vous écoute, c'est pour parler de quoi? De la ville. De la ville, voilà. En fait, les gens, voilà, c'est quelque chose comme ça. En fait, les magistrats de la ville se mettaient là et donnaient tous les règlements et les règles de la ville. Alors, un peu plus haut, vous avez Notre-Dame. Là, vous avez des statues comme ça. Dans la ville, il y en a 600. Vous allez en voir. Alors, un peu plus haut, vous avez des voûtes. Il y a deux balcons. Voilà, vous avez des balcons. Et là, en fait, c'était simplement, on mettait éventuellement à l'époque des archives, etc. Et aujourd'hui, c'est juste une salle de réunion et de festivités. Donc, c'est encore utilisé. Lorsque vous montez, vous voyez, il y a un petit carré avec des tourelles. Juste au-dessus, vous avez un médaillon. Qu'est-ce que c'est? Mais pas toujours le même, un peu par ici, mesdemoiselles, s'il vous plaît. C'est quoi? Tu vois pas, ici, tu as les petites tourelles et tu as un médaillon. Quelque chose, un cercle là. Ça représente le drapeau. Ça représente Le drapeau. le drapeau. Et donc le drapeau de qui? De Bruges, tout simplement. Donc ça, en fait, c'est le blason de la ville de Bruges. C'est ces armoires, en fait. C'est quand les gens allaient quelque part, ils montraient leur drapeau, et ils savaient que c'était Bruges qui venait là. Alors ensuite, vous avez un autre étage. À cet étage-là, à l'heure actuelle, il y a un coffre. Encore un coffre est là, et en fait, c'est la trésorerie. Et là-dedans, à l'époque, on mettait l'argent de la ville et aussi les archives. Et encore actuellement, les archives de la ville sont présentes depuis à peu près 1280. Elles sont toujours conservées. D'abord en latin et ensuite en langue populaire, donc les langues qu'on parlait avant, donc le néerlandais, mais pas de maintenant. Donc c'est toujours ici. Alors, vous m'avez parlé ici, qu'est-ce qu'on a entendu il y a quelques minutes? Le carillon. Et c'est quoi un carillon? Ah non, c'est pas que je ne peux pas t'interroger, mais j'aimerais un peu faire participer tout le monde. Oui? Oui, donc c'est un instrument de musique. Et voilà. Et donc ce carillon, il y a des cloches et qui permettent de faire la musique. Alors, tout d'abord, au XVIe siècle, à quoi pouvait servir le carillon? Oui, dis-moi. Tout à fait. Ça servait à alerter les gens. Alerter les gens pourquoi, par exemple? En cas de... le monsieur qui était au balcon. Voilà, en cas d'attaque, pour prévenir le monsieur qui était au balcon. Oui. Ça veut dire que parfois aussi dans les églises, toutes les heures ils sonnent pour prévenir les gens. Toi, t'aimes beaucoup l'architecture, les églises, tout ça. Non, c'est pas comme ça en fait. Non, mais c'est autre chose. Dis-moi. Non, c'est par exemple les églises. Par exemple là, je sais pas, mais il va sonner par exemple quand il sera une heure. D'accord, je comprends. Oui, exactement. Mais avant, au XVIe siècle, ils l'ont dit. D'abord, c'était pour alerter les gens en cas de danger. Pour prévenir de quelque chose, ou alors aussi, à l'époque, c'était pour, par exemple, informer pour l'entrée ou la sortie de la ville. Quand la ville est ouverte et quand la ville était fermée. Parce qu'à l'époque, on ne rentrait pas comme ça dans une ville. Ou alors, qu'est-ce que je viens de dire, mademoiselle?
J'étais justement en train de dire que le beffroi était présent pour prévenir l'entrée ou la fermeture des villes, ou alors aussi pour parler du temps de travail, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas travailler avec une lumière insuffisante. Donc il disait quand on pouvait commencer et quand on ne pouvait pas, et aussi, comme tu l'as dit, pour prévenir des festivités. Alors plus tard, comme tu as dit, mais ça c'est à la fin du XVIe siècle, ils vont arranger le mécanisme d'horlogerie, qui va faire que ça va sonner. Et au XVIIe siècle, ils vont engager un carillonneur qui va faire de la musique les dimanches, les jours fériés ou alors les jours de marché. Est-ce que vous avez des questions concernant ce magnifique bâtiment? Magnifique, ça n'engage que moi. Hein. Non? Mademoiselle, dis-moi. Pourquoi il y a des drapeaux en fait dessus? Parce que le blason, tu parles des drapeaux ou des blasons? Des drapeaux qui sont tout autour et tout. Au niveau des fenêtres? Oui. Eh bien, le drapeau de la Belgique, parce que, comment dire, Bruges fait partie de la Flandre, donc là c'est un drapeau flamand. Maintenant, les deux autres, monsieur, je suis pas sûre. Oui? Ah voilà, il y a un drapeau de Bruges, de Flandre occidentale, de Flandre, de la Belgique, parce que Bruges fait partie de la Belgique, et aussi de l'Europe. Et le dernier, sincèrement? Oui? Votre copain dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, on voit qu'ils sont inégés et ils ont protégé la ville de Bruges. Mes amis vous ont parlé des matines de Bruges, donc ça s'est passé le 18 mai 1302. En fait, c'est que pendant la nuit, les gens de Bruges ont été massacrés, les Français, maison par maison au matin, sans qu'ils s'en rendent compte. Ils étaient en calbar, tout ça, et ils sont fait trancher la tête. Et ce qui s'est passé, c'est que, pour faire vraiment bref, au XIIe siècle, la France est un très très grand royaume. Il se passe beaucoup de choses, ça se passe très bien pour eux. Et à la fin du XIIIe siècle, la Flandre, donc par exemple Bruges, Yves, Cousin, va leur faire concurrence. Pourquoi? Mon ami vous en parlera plus tard, parce que l'Angleterre va donner de la laine à Bruges, qui va en faire des draps, et Bruges va en vendre à prix d'or dans toute l'Europe. Donc forcément, le roi de France, il n'est pas content. Et comme il n'est pas content, il va emprisonner le comte de Bruges, et tout ceci va mener à la bataille des Matines. Et juste un dernier point, puis j'arrête parce que je trouve que c'est très important, c'est qu'il va y avoir la bataille des Éperons d'Or 2 mois plus tard, qui va faire que la Flandre et Bruges va gagner du roi de France. Et le 11 juillet, si je vous parle par exemple d'abord du 27 septembre, qu'est-ce qu'il y a le 27 septembre chez nous? Et il n'y en a pas pour la Flandre? Non, le 14 juillet c'est pour la Belgique. S'il y a un 27 septembre chez nous, il y en a un pour la Flandre. Et bien justement, pour la Flandre, c'est le 11 juillet, date à laquelle la Flandre a battu le roi de France à la bataille des Éperons d'Or. Voilà. Pourquoi justement on va venir installer cet édifice dans le centre de Bruges? C'est le plus important. Ça peut être, donc quand tu dis important, ça peut avoir une importance. Quelle importance? C'est pour la communauté, enfin pour la ville. La ville s'y fait attaquer, c'est la... Oui, mais plus simplement, vous allez trop dans la spécificité. Qu'est-ce que ça peut justement représenter? Qu'est-ce que ça peut représenter de justement nous mettre un édifice comme ça dans le centre de Bruges? Ça peut contenir des papiers importants. Ouais, donc ça exerce quoi par rapport à la population? L'administration. Oui, donc ça va exercer quoi? Une aide. Une aide. Plus loin. Tout simplement un pouvoir. Ici, vous avez donc ce que vous allez faire dans un premier temps, on va essayer d'observer un peu le bâtiment. Alors, quand on observe le bâtiment, qu'est-ce qu'on remarque? Les fenêtres sont tous oranges. Voilà, il y a les fenêtres sont oranges, ça c'est un détail au niveau de la décoration. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de fenêtres. Quoi d'autre? J'aimerais bien vous entendre, les filles, on ne vous entend pas du tout. Comment? Oui, une statue en pont, c'est ça. Quoi d'autre? Il y a 2 tours au sommet. 2 tours au sommet. Alors, maintenant, si je prends justement ce bâtiment, ok, on imagine ici, j'ai la porte d'entrée, ok, on voit que ça s'allonge vers le haut, et regardez à droite et à gauche. Entre la droite et la gauche, qu'est-ce qu'il y a justement comme... Voilà, très bien. Il vient de le dire le mot. On voit que c'est assez symétrique. Donc, ici, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, à quel art ça correspond cet édifice? Moderne.
Alors, l'art gothique, pourquoi? Parce que c'est en Beaucoup de fenêtres, quoi d'autre? Les tours en pointe. Oui, mais aussi, c'est haut, voilà, très bien. Donc justement, par là, On parlait de la dentelle. Tout à l'heure, j'ai entendu Jérémy, je pense. Les garçons, je parle pas dans le vide et vous êtes obligés de me regarder quand je vous parle. Merci. Tout à l'heure, j'ai entendu Jérémy, je crois qu'il disait que Bruges était la ville de... Du chocolat. La dentelle. Oui, il y a plusieurs quand même, petites choses qui quand même nous font penser à la dentelle quand on entend parler de Bruges. Alors vous devez savoir aussi que la dentelle était un produit lucratif. Que veut dire lucratif? Un produit bien vendu. C'est un produit bien vendu. À votre avis, pourquoi? Parce que ça protège. Ça protège. Ça passe Dans la table. Ça peut faire des nappes. Je vais vous donner un indice. Regardez un peu mes chaussures. C'est en hôtel. Elles sont pas en dentelle. Les chaussures Puma, Nike, ça vous fait penser à quoi? C'est une marque. C'est une marque, d'accord, mais La marque de C'est la mode. est-ce que ça se vend bien des chaussures comme Puma ou Des Air Nike? Max, non. Qu'est-ce qui fait les chaussures de marque? On en entend Les beaucoup Chinois. parler. Des Voilà, ça veut dire que la main d'œuvre, est-ce qu'on les paye cher, les gens qui font? Non, 1 euro le mois. D'accord, donc la main d'œuvre est peu payée et le produit, est-ce que ça me coûte cher de m'acheter des paires de Puma de Puma? Oui. Donc moi je l'achète cher, mais ça ne leur revient pas cher à la société qui les vend, d'accord? Pareil pour la dentelle. La dentelle, c'était qui, à votre avis, qui tissait la dentelle? Les femmes. Des femmes, des mamies. On voit les vieilles dames, pourtant j'entendais des mamies, c'est des dentelières. Ces femmes, c'était donc des femmes comme vos mamans, qui peuvent travailler à la maison et qui, en plus d'être des tâches ménagères, faisaient des dentelles. Aussi, à un moment donné, on a rémunéré les indigents qui faisaient la dentelle pour après les revendre. Qui sont des indigents? C'est quoi un indigent, dis-moi? C'est pas ceux qui achètent à bas prix et qui les revendent bio. Non. Jamais personne n'a entendu parler du terme indigent. C'était des gens pauvres, donc on les rémunérait peu pour qu'ils fassent la dentelle. Qu'on revendait à qui alors, à votre avis? Aux personnes Voilà, aux personnes plus riches. Et que faisait-on avec cette dentelle? Où est-ce qu'on la mettait, la dentelle? dans le marché, au marché. Sur les fenêtres. Sur les fenêtres, oui, c'est vrai, on en a vu tout à l'heure. C'était aussi pour orner les vêtements. Alors on faisait même de la dentelle en bordée d'or, qui était revendue donc très cher, et qui était fait par des indigents, à des personnes qui avaient les moyens de se la payer. À un moment donné, il y a eu la crise du textile. Tout à l'heure, une de mes collègues va vous en parler. Cette crise du textile, elle n'aura pas touché la dentelle. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire lesquelles? Parce qu'elle coûtait pas cher. Elle était pas chère, donc elle ne va pas toucher la crise du textile. Quand il y a une crise économique quelque part, ça a été le cas à une époque en Belgique, à la crise du textile, la dentelle ne sera pas touchée par ça. Alors à votre avis, il y a un événement qui va se passer au niveau de la dentelle, un événement qui sera plus technologique. À votre avis, lequel? Les machines. Comment appelle-t-on une machine avec laquelle on fabrique de la dentelle? Je suis pas sûre, mais pas coudre, mais... Non? Allez, tu l'as sur le bout des langues. Une machine à tisser. Alors je vais vous montrer une photo. Alors pourquoi est-ce que ça va toucher, à votre avis, l'industrie de la dentelle, le fait que les machines à tisser vont être inventées? Plus la machine. Voilà, on va augmenter le rendement. On va essayer de faire rien, de ne rien faire tomber. Tu veux que je t'aide? Je veux bien, t'aides ma femme. Alors ici, vous allez voir, à la base, avant qu'on invente les machines à tisser, les dentelières, elles tissaient avec des fuseaux. Ici, vous voyez les fuseaux. Et ici, le carreau. Le carreau, c'est le support sur lequel on accrochait le fil pour pouvoir tisser. Vous pouvez faire passer. Et de l'autre côté, je vous montre l'évolution entre la dentelière qui tisse donc à la main à l'aide de fuseaux et de carreaux et les machines à tisser. J'ai une question, mais je crois pas que ça a un rapport avec ça. Ceux qui... C'est une machine ou c'est un genre de pic comme ça? Une machine à coudre. Ça coûte? C'est une machine à coudre, ça. Alors, juste une petite anecdote. Il y avait donc une différence économique entre les personnes qui fabriquaient la dentelle, ou aussi les draps, les artisans et les commerçants.
Cette grosse différence de statut économique va créer évidemment des tensions entre les classes. Et c'est pour ça que quand on a parlé tout à l'heure de la bataille des éperons d'or, les artisans vont s'allier au comte de Flandre, et quand ils vont gagner d'ailleurs cette bataille. Ah, ils ont un petit cadeau pour vous. Donc moi je vais vous parler de Madame Opération Calvaire, donc Ludivine nous a parlé plus principalement de la... Ludivine nous a parlé principalement de la... Dentelle, d'accord. Moi je parlais plus principalement, il ne faut pas savoir. Bruges, au tout début, vraiment, comme on vous l'a dit, pourquoi Bruges a pu avoir une expansion aussi impressionnante? Là ça commence tout premier. On vous l'a répété plusieurs fois déjà. Le canal, d'accord. Avant ça, il n'y avait pas de canal. Donc au tout début, au 9e siècle, il y avait une liaison avec sa mère, une connexion avec sa mère. Non, attends, c'est pas terminé. C'était bien les canaux, la connexion avec la mère. Donc au tout début, il y avait une liaison directe avec la mère. Ensuite, Fred vous en a déjà parlé, Frédéric, ou Frédéric Rossata. Comme quoi, ce canal, c'est ce qui s'est passé avec la première connexion qu'il y avait avec la mère. Ensablé, envasé, d'accord. Donc après, il y a eu la création du... Tu viens de le dire. Tu viens de le dire, le canal qui porte un nom. Le Zwin. D'accord. C'était une petite introduction pour vous prouver que Bruges déjà avait une situation géographique très importante pour pouvoir se développer avec une industrie. Bruges s'est principalement développé avec une seule industrie. Laquelle d'après vous? Le chocolat. Non, pas le chocolat, pas la dentelle. Ça se rapproche un petit peu de la dentelle, mais c'est encore plus large. Alors, le commerce et le commerce textile, tout simplement. Alors, on l'appelle aussi l'industrie lainière. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est l'industrie lainière? La laine. La laine? C'est quoi la laine? Industrie lainière, tu dis la laine. Donne-moi une définition pour industrie lainière. Parce que lainière, laine. Oui, c'est vrai. Donc, on commerçait avec la laine, d'accord. Pas seulement la laine, mais principalement la laine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme tissu français? Alors le coton, oui, mais pas principalement. Il y avait le lin et la soie principalement. Donc les trois principaux étaient. Le principal était. Je viens de le dire en tout début. La laine. Et la laine, elle venait d'où? Des moutons. D'accord, la laine venait des moutons. Et les moutons, ils venaient d'où? Du beurre de la crème. Des mamans, des moutons. Les mamans des moutons, d'accord. Les moutons, ils étaient où? Dans les pâtures, mais les pâtures, elles se trouvaient dans quel pays? À Bruges? En Angleterre. En Angleterre, et plus précisément dans une grande ville qui s'appelle Londres, qui est la capitale de... Voilà, d'accord. Il y avait des moutons, mais on appelle ça le Royaume-Uni. Oui, bien sûr, il y a toujours des moutons. Vous n'avez pas les pays de Galles? D'accord, c'est un autre sujet. Alors, au tout début, les Brugeois n'importaient pas directement la laine d'Angleterre. C'est seulement à partir du XIIe siècle qu'ils importaient la laine d'Angleterre. Avant ça, ils avaient leur propre pâture avec leurs propres moutons. Ils avaient aussi des moutons à Bruges. Mais pourquoi alors est-ce qu'ils importaient la laine d'Angleterre? Parce que l'herbe est toujours plus verte. D'une certaine manière, c'est pas mal ce que tu dis. Répète un peu plus haut pour tout le monde. Que l'herbe est toujours plus verte. Ah ben ici, c'est pas l'herbe qui est toujours plus verte, c'était la laine qui était meilleure. La laine de Londres et des alentours de Londres était réputée comme une des meilleures laines au monde. Alors, pourquoi l'industrie lainière de Bruges a pu avoir une importance vraiment phénoménale? Exactement, merci. Alors, comment ça fait que ça tournait vraiment bien, toute cette industrie de laine? D'accord, qui était pauvre? Comme dans l'histoire que Madame vient de nous raconter, par exemple la famille était pauvre. D'accord, ici ce sont de petits artisans de dentelle principalement. Ici c'est vraiment une toute grande industrie. Donc dis-toi qu'il y a des grands marchands qui achètent de la laine en gros et puis qui la vendent à d'autres artisans. Bon, on va résumer très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on a pu avoir une expansion très importante de Bruges avec l'industrie lainière, avec le chiffre d'affaires. Donc le fait qu'on achète de la laine, qu'on en revende, on avait un chiffre d'affaires très important et ça contribuait à la prospérité de la ville. Alors, autre chose, il y avait l'ampleur de la diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'ampleur de la diffusion? L'ampleur de la diffusion du commerce de la laine. Il y avait plus de différents magasins, je crois, dans les magasins, dans les différentes villes, même dans les différents pays. On exportait la laine à plus de 1000 km de Bruges. Alors j'en reparlerai après ça. Alors le volume de l'emploi aussi, ben oui,
il y avait une industrie lainière, mais qu'est-ce qu'on faisait avec toute cette laine qu'on tissait? On les vendait. On les vendait, mais qu'est-ce qu'on en faisait? Des vêtements. Alors, des vêtements. Quoi comme vêtements? Des pulls. Tu penses qu'ils avaient des pulls comme nous avec des cols roulés à l'époque? On est toujours au Moyen-Âge. Des bonnets, Alors, personne n'a des termes précis du Moyen-Âge de vêtements pour porter? Des tuniques. D'accord, elle nous parle déjà de coiffes, c'est pas mal. Des tuniques. Alors ensuite, voilà, on avait des coiffes, on avait aussi des tissus d'ameublement. Qu'est-ce que c'est un tissu d'ameublement? Les nappes qu'on met sur les meubles. Voilà, c'est un tissu de décoration qu'on met sur un Il y avait meuble. aussi les accessoires. Des accessoires comme? Ah, je sais pas, mais il y a des accessoires. Alors autre chose. Quel est le tissu que vous utilisez le plus et que vous changez le plus tous les jours? Le t-shirt. Le coton. Non. Le polystyrène. Quel est le vêtement que vous utilisez le plus et que vous changez le plus? Les sous-vêtements. Non. Voilà, les sous-vêtements. Alors, on appelle ça pas petite culotte à l'époque du Moyen-Âge, on appelle ça les langes-draps. Et c'était le principal revenu de l'industrie lainière. Et c'était les sous-vêtements. Voilà, évidemment, c'est ce qu'on en utilisait. Alors, il faut savoir aussi que la draperie était une des principales industries médiévales. Donc pendant tout le Moyen-Âge, c'est ce qui a permis la prospérité de beaucoup de villes. On pourrait me citer deux autres villes qui avaient aussi... Anvers, non, ce sera juste après. En même temps, voilà, Gand déjà, et alors il y a aussi Ypres. Ypres. Tu sais pas où c'est Ypres? Quelqu'un sait où c'est Ypres? En Flandre, où? C'est dans le sud. Par rapport à Bruges, on est où ici? On est au nord de Ypres, non? On est au nord de Ypres. Ypres est au sud de Bruges. Nord de Ypres. Ypres est au sud de Bruges. Bonjour. Alors, que dois-je encore vous dire? Ah oui, l'âge d'or de l'industrie lainière. Elle n'a pas été au tout début. Donc je vous ai dit, tout début de l'industrie lainière, vraiment quand ça a commencé, c'était à quel siècle? Avec les échanges avec Londres? J'ai dit au XIe siècle que les Brugeois ont commencé à importer la laine de Londres. Alors l'âge d'or a commencé au XIVe siècle. D'abord avec les ligues hanséatiques. On vous en a déjà parlé. C'était divers comptoirs de diverses villes. Et ils s'échangeaient plein de produits. C'est moi qu'on écoute, c'est pas les touristes. D'accord? Les touristes, oui. Alors, âge d'or, deux points principaux. Les ligues hanséatiques, comme vous en avez déjà parlé. Quelqu'un me répète vite en quoi consistent les ligues hanséatiques? On vous en a parlé? Hanséatiques. Les anses, on vous en a parlé déjà. Alors, ce sont diverses villes. Vous avez plusieurs villes qui sont plus ou moins proches d'ici. J'ai une carte ici, mais elle est petite, je vous la montrerai vendredi. Et ces villes s'échangent divers produits. Alors, après l'âge d'or des ligues hanséatiques, vient l'époque bourguignonne. Et là, c'est vraiment que là, la ville de Bruges a prospéré. Il y a deux grands peintres à cette époque qui témoignent de l'importance de l'industrie lainière, justement, de Bruges. Est-ce que tu connais les peintres? Non, mais j'allais dire. Non, bah, on ne Je crois pas que c'est tu connais les peintres? J'en connais, mais Michel-Ange. Non, pas du tout. Leonardo da Vinci. Non, pas du tout. Alors, c'est Yann, oui, peut-être? Comment? Non. Alors, c'est Jan van Eyck et Memling. Vous avez un grand musée ici, le musée Memling, qui est très connu. Il s'agit de l'ancien greffe civil, qui est une création de la Renaissance flamande, qui a été créé il y a 475 ans. Donc, en quelle année a-t-il été créé? Nous sommes en 2009, moins 475. Alors, 2009 moins 5, 2004 moins 30, 1974. Voilà, 1974, moins 400. 1974. Non, 1400. On en était 1574. Non, 1534. On a fait moins 70. Ah, je me suis... Excusez-moi. Alors, le greffe est un lieu où on dépose les minutes de jugement. Donc, les minutes de jugement, ce sont des brouillons de procès. Merci, monsieur Dufay. Et ainsi que des actes de procédure. Ça désigne aussi l'ensemble du personnel des tribunaux. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des termes juridiques un peu compliqués. Alors, à l'intérieur travaillait un greffier civil, donc c'est une sorte d'archiviste. Donc, il y a les archives des autorités de la ville. Alors, le bâtiment, il comporte, on ne le voit pas très bien d'ici, mais un passage voûté.
c'est la particularité, ainsi que des dorures et différentes statues de bronze. Mais ce ne sont pas les originales, elles ont été détruites pendant la Révolution française et on les a remplacées au 19e. Et elles représentent en fait des figures du monde de la législation avec Moïse et Aaron par exemple. Et elles reconstituent les originales? Non. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement. Alors, bon, ici on ne le voit pas, on ne va pas rentrer à l'intérieur, mais à l'intérieur la particularité c'est qu'il y a une très grande cheminée qui a été réalisée toujours au XVIe siècle par Lancelot Blondel, qui était le principal représentant de la Renaissance, de la peinture brugeoise, et qui a été créée, donc c'est une cheminée qui a été créée en l'honneur de Charles Quint. Et on retrouve également beaucoup de portraits et de tableaux de justice et de roi. Alors, on s'en est servi comme bureau de police jusqu'en 1883 et ensuite comme tribunal de paix. Et aujourd'hui, il est devenu le musée du Franc de Bruges, qui sont les campagnes de Bruges. Voilà pour le greffe civil. Maintenant, on va passer. Voilà, c'est quel bâtiment celui-ci? L'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville qui est de quel style? Voilà, gothique, on l'a vu tantôt avec les filles. Et il est le plus ancien de Flandre. Et la ville y est administrée depuis plus de 600 ans, puisqu'il a été plus de 600 ans, donc il a été construit plus ou moins en quelle année? Voilà, 1421. Alors, en ce qui concerne, on l'a dit tantôt, c'est un bâtiment de style gothique. Et c'est une preuve de la prospérité de Bruges au XIVe siècle. Alors, si on regarde un petit peu la façade, je vais vous faire calculer un peu. On voit que les fenêtres sont étroites et très hautes. Et il y a des tourelles octogonales. Octogonales, ça veut dire... À 8 côtés. À 8 côtés. Combien y en a-t-il? Non, 6. Non, 6. Ouais. Combien de tourelles à 8 côtés? 5. 6. Ah non, 3. 3. Il y en a 3. Alors, des fenêtres en ogive, on a vu tantôt, en ogive c'est légèrement plus plus en pointe. Voilà, combien y en a-t-il? 6, 4, 5, 6, oui. Rien pour la façade 3. Ici, hein. Il y en a... Non. 6. Voilà, il y en a 6. Alors, il y a aussi des niches. Des niches, c'est l'endroit où on peut poser une statue. Alors, je vais vous faire compter. 15. Il doit y en avoir 50. Attendez. Plus 53. Non, faut oublier celle du dessus. 50, madame. Plus 39. 48. Il y en a 48. J'ai dit la bonne réponse. C'est bien. Alors, les statues originelles qui s'y trouvaient étaient aussi des figures bibliques et il y avait des figures de comtes et de comtesses de Flandre. Mais elles ont été détruites à la Révolution française et ont été en partie remplacées. Donc on les a rénovées. Alors, on retrouve aussi des blasons. Vous avez vu, ça ressemble à des petits drapeaux avec par exemple le lion là-bas. Vous pouvez les compter aussi. Il y en a combien de blasons? Vous voyez avec des couleurs? 25. Moi 26. 26. Ouais, Ah non, 24. 25. 26. Oui, si tu comptes les doubles là-bas, 26. Oui, tu as raison. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'intérieur, mais on ne va pas non plus le visiter. On retrouve des tableaux de figures et de thèmes historiques, encore une fois, avec par exemple la mort de Charles le Téméraire. Et à l'intérieur, il y a une très grande salle gothique qui est assez réputée parce qu'elle a des plafonds énormes qui sont voûtés. Et on retrouve aussi d'autres tableaux comme la chute mortelle de Marie de Bourgogne, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais laisser la place à Maureen. Merci. Alors, moi je voulais savoir où est-ce que nous nous trouvons ici. Où sommes-nous? À Bruges. Oui, à Bruges. C'est sur la place, la grande place. Pas sur la grande place. La place de l'hôtel. Retournez-vous, on voit là, sur l'affiche. La place du... La place du pont. Non, du bourg. On est sur la place du bourg, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une place? Non? Il y a quoi? Oui. Il y a quoi sur cette place? L'hôtel de ville. Il y a l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'elle a présenté? Il y a le greffe civil. Voilà. Alors, il y a aussi le prévoté, là, dont Jean-Philippe va vous parler. Il y a un bon petit restaurant. 5 minutes. Il y a un petit restaurant, voilà. Et là, c'est
Alors, on dit que le bourg, c'est l'acropole de la ville. Alors, qui sait me dire ce que c'est l'acropole? Le centre. Le centre, oui, mais où trouve-t-on une acropole? Dans quel pays? En Belgique. En Grèce. En Grèce, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu sais me le dire? Le nom d'un restaurant. Oui, dis-moi. Un endroit où il y a tous les temples. Voilà, un endroit où il y a des temples pardon, qui datent de l'Antiquité, voilà, et où on peut voir la déesse Athéna représentée. Oui, c'est là où il y a plein de représentations du passé. Voilà, du passé, oui, voilà, bien sûr, ça date de l'Antiquité. Ouais, des reconstitutions aussi. Alors, on dit que la place du Bourg fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que l'UNESCO? Union... Non, c'est une organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'éducation, de la culture et de la science. Et elle s'occupe aussi de protéger certains bâtiments et de les rénover. Ça s'appelle comment? L'UNESCO. Voilà, donc l'hôtel de ville, là c'est le palais de justice dont je vais vous parler d'ici 10 minutes, l'ancienne greffe, etc. font partie du patrimoine de l'UNESCO. Alors, donc en fait, il faut savoir que l'ancienne ville, elle se constituait de 4 portes qui n'existent plus du tout aujourd'hui et d'une tour de défense qui n'existe pas, donc je ne vois pas du tout, mais normalement c'est un des derniers vestiges de la ville de 1297. Alors, quelle est la petite caractéristique de la grande place et de cette place-ci? Ici, qu'est-ce qu'on a dû faire pour venir? Il y avait un petit chemin. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est un peu l'intérieur caché en fait. Voilà, c'est ça, c'est un petit labyrinthe, on va dire. On doit passer par plein de petites ruelles pour arriver aux places. Donc ça, c'est la grosse caractéristique. Et alors, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais la grande place et cette place-ci, la place du Bourg, ce sont les deux plus importantes places de Bruges. Il en existe d'autres, mais ces deux-ci, donc celle qu'on vient de voir tout à l'heure, qu'on a vu avant manger, et celle-ci, ce sont les deux plus importantes. Et donc pendant 1000 ans, on a les pouvoirs civils et religieux, donc ça veut dire civil c'est l'ancienne greffe, l'hôtel de ville, le palais de justice et le prévôté, ainsi que la petite basilique, la petite chapelle là que je vais vous parler tout de suite. Ils se sont partagés les pouvoirs. Alors on a la présence, donc là retournez-vous, de la double chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Basile. Alors, quel est l'autre nom? Est-ce que vous savez quel est l'autre nom de cette chapelle? Saint-Basile. Non, ouais, mais elle a un autre nom. Non. C'est Saint quelque chose. Non, qu'est-ce qui coule dans nos veines? Du sang. Voilà, c'est la chapelle du Saint-Sang. Alors, cette chapelle, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée aussi ainsi? Parce que dedans, il y a une relique qui s'appelle la relique du Saint-Sang, qui a été rapportée de Jérusalem par Thierry d'Alsace, qui était un comte. Et cette relique est encore actuellement dans la chapelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit une double chapelle? Parce qu'il y en a deux. Voilà, parce qu'il y en a deux. Alors ici, on ne les voit peut-être pas très bien, mais donc il y a une chapelle supérieure qui est de style néo-gothique et une chapelle inférieure qui est de style roman. Alors la chapelle néo-gothique, elle a été rénovée au 19e siècle. Alors, bon, nous aujourd'hui, on va vous parler du béguinage. On n'a malheureusement pas eu le temps de visiter lundi passé. Alors, est-ce que, avant lundi, est-ce que vous avez entendu le mot béguinage avant? Oui. Oui, enfin. Et tu sais ce que ça signifie C'est un endroit où il y a les béguines qui ont une certaine croyance. Oui, tout à fait. Alors, tu dis une certaine croyance. Quel type de croyance? La religion. La religion, oui. Quelle religion? La béguine ou je sais pas quoi. Alors, les béguines, ce sont les femmes qui vivent dans le béguinage et qui sont des religieuses, mais des religieuses de quelle religion? Catholique. Catholique, très bien. Alors, il faut savoir que ces mots, béguinage, sont apparus aux alentours du XIIe siècle. Mais les béguinages existaient déjà avant. On pense que les premiers auraient été fondés vers le 7e, 8e siècle, selon les historiens et les différentes légendes qu'ils ont analysées et étudiées. Donc, le mot vient du XIIe siècle. Et ce mouvement serait né dans nos régions, ici en Belgique, parce que c'est en Belgique qu'on a retrouvé, enfin qu'il y en avait le plus, il y en avait à peu près une centaine, et le mouvement s'est dispersé un petit peu autour de la Belgique, dans les pays limitrophes, c'est-à-dire, oui, la France, oui, il y en avait dans le nord de la France, à Strasbourg par exemple,
Ensuite, oui. L'Allemagne. Il y en avait à Cologne et à Francfort. Pays-Bas. Et les Pays-Bas, oui, il y en a à Rotterdam et à Amsterdam, par exemple. Donc, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. C'est pour cela qu'on appelle les béguinages flamands, parce que c'est tout l'ensemble de la Flandre, de la Belgique, de la Hollande, etc. Alors, comment était organisé un béguinage? Pour ça, je vais vous montrer une petite photo. Donc, vous regardez bien cette photo. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire les observations. Donc, voilà pour la caméra. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette photo? Donc, la photo du dessus. On peut peut-être l'accrocher au tableau, il y a des éléments. Oui, mais je la montre bien avant et puis je vais l'accrocher. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Jérémy? Il y a plein de fenêtres. Il y a plein de fenêtres, oui. Donc, en fait, les maisons, si vous regardez les maisons, comment elles sont? Elles sont les unes à côté des autres. Et l'une par rapport aux autres, elles sont comment? Elles sont toutes différentes ou... De la même taille. Elles sont toutes semblables parce que les béguines étaient toutes sur le même pied d'égalité. Et alors, qu'est-ce que vous avez devant la maison? Vous avez un jardin, voilà. La caractéristique principale d'un béguinage, c'est qu'il est organisé autour d'un jardin et il y a toujours une église dans un béguinage, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était des religieuses. Vous avez ici l'église béguinale de Bruges. Alors les béguines, tout seuls, donc de manière indépendante. Donc elles étaient indépendantes de l'église. C'est d'ailleurs ce qui leur a attiré l'inimité de l'église. Elles ont été persécutées à un certain moment. Et en 1311, lors du concile de Vienne, elles ont été condamnées par le pape. Et les béguinages ont été démantelés. Mais 10 ans plus tard, en 1321, le nouveau pape Jean XXII a rétabli l'ordre et elles ont pu de nouveau se rassembler dans le béguinage. Et aujourd'hui, depuis 1998, les béguinages sont entrés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous savez ce qu'est l'UNESCO? Ça a été cité lundi, oui. L'organisation de l'ONU. C'est un organisme plutôt de l'ONU qui s'occupe de l'éducation, des sciences et de la culture. C'est un patrimoine culturel. Ça veut dire que les béguinages sont protégés. On ne peut pas les détruire, on ne peut pas les modifier, les bâtiments sont protégés, on ne peut rien faire. Alors, quand on a été à Bruges, donc on aurait dû visiter le béguinage, mais on n'a pas eu le temps. Et on aurait dû passer par aussi la porte d'entrée. Alors, l'entrée se situe devant un petit pont. Ce petit pont passe au-dessus d'un fossé qui a été ensuite immergé, organisé en petit canal pour les promenades, parce que le béguinage se situe sur la rive du Millwater, qui est l'ancien port de Bruges. Et en français, ça se traduit par le lac d'Amour. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le lac d'Amour? Jérémy? Je sais pas, c'est pour les amoureux. C'est pour les amoureux, tout à fait. C'est un lieu très calme où les amoureux vont se promener, tout simplement. Et donc, ce petit pont, ce petit canal, marque en fait l'ancienne limite du domaine des béguines. Donc, elles étaient un petit peu isolées, entourées, donc un petit peu comme sur une île. Ça montre bien le caractère autonome, indépendant du béguinage. Alors, on a juste devant le petit pont une borne qui signifie que, justement, elles étaient autonomes et elles ne dépendaient pas de la juridiction de la magistrature de Bruges. Alors, au-dessus de la porte d'entrée, vous avez, je ferai passer la feuille après pour que vous le voyez bien, vous avez deux mots qui en fait un petit peu on pourrait dire la devise du béguinage. Il s'agit de sauvegarde. Je vais l'écrire au tableau. Donc, sauvegarde. À votre avis, qu'est-ce que ça peut signifier? Mais quelqu'un d'autre que Jérémy, c'est... Non? Ophélie? Oui.
Non, ça n'a rien à voir avec les jeux. Oui. C'est sauver la garde du béguinage? Pas du béguinage, non. En fait, c'est surtout le mot sauve qui est important. C'est que... Oui. C'est pour se sauver. Oui, c'est pour se sauver, voilà, tout à fait. Donc en fait, tous ceux qui recherchaient l'asile et la protection allaient au béguinage, et donc ils étaient protégés, et si par exemple c'était des gens en fuite, ils n'étaient pas arrêtés par la police, tout simplement. Donc c'est un petit peu le droit d'asile, quoi. Donc voilà. Alors vous avez au-dessus de la porte une statue, c'est la statue d'Élisabeth de Hongrie, qui était très célèbre à Bruges parce qu'elle a fait beaucoup d'œuvres de charité et beaucoup de dons au béguinage essentiellement. Alors, je vous ai parlé de l'église. L'église, elle a été fondée en 1245, donc juste après la fondation du béguinage de Bruges, qui date de 1230, donc ça s'est fait plus ou moins en même temps. Mais elle a été détruite en 1545 à cause d'un incendie. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup d'incendies à cette période? Pourquoi? Oui? Parce qu'on faisait les constructions en bois, tout à fait. C'était le Moyen-Âge. On utilisait beaucoup le bois. Essentiellement le bois. Mais elle a été reconstruite, donc en 1584, elle a été détruite. Mais elle a été reconstruite 20 ans plus tard. Et en 1700, on lui a donné la forme qu'elle a actuellement et qui est plutôt du style baroque. Mais ça, malheureusement, vous n'avez pas eu l'occasion de la voir et je n'ai pas trouvé de photo assez bonne pour vous le montrer. Et donc, depuis 1700, elle est dans sa forme actuelle. Oui, donc voilà essentiellement ce que je voulais vous dire sur l'organisation d'un béguinage. Donc c'est toujours organisé autour d'un jardin avec d'une cour arborée. Il y a toujours une église et donc les béguines, ce sont des religieuses qui vivaient de manière autonome par rapport à l'église. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole. Oui. Elles avaient le droit de sortir dans la cour? Oui, tout à fait. Elles avaient le droit de sortir dans la cour, bien évidemment, de se promener dans leur jardin. Elles avaient du travail aussi. Elles travaillaient, mais ça c'est plutôt ma collègue qui va vous en parler, qui va vous parler de la vie des béguines. Et elles avaient le droit de beaucoup de choses. Elles avaient même le droit de quitter le béguinage pour se remarier. Oui. Donc vous aviez dit, donc par exemple pour les méchants, ils allaient se réfugier là. Donc c'est un peu un asile. Et les policiers, enfin ceux s'ils devaient être condamnés, ils ne peuvent pas rentrer pour le prendre? Non, ils ne pouvaient pas. C'était un endroit de protection. C'était un endroit de protection. Maintenant, les gens qui se trouvaient là et qui avaient demandé le droit d'asile, ils ne pouvaient pas rester là éternellement non plus. Corto, tu as une question? Ils ne pouvaient pas sortir à part pour se marier. Mais oui, on va en parler juste après. Et mademoiselle va en parler juste après. Donc je vais la laisser, elle va vous parler de la vie et de l'activité des béguines. Voilà, alors moi je vais vous parler des béguines plus spécifiquement et donc de leur vie. Alors je vous ai trouvé une petite photo de béguine et je vais vous demander de me la décrire. Alors, mademoiselle là? Elle s'habille en noir et elle a un voile. Un voile, ok, d'accord. Alors, à votre avis, est-ce que la robe elle descendait jusque par terre ou bien elle était courte? Jusque par terre. Le monsieur au fond? Jusque par terre. Jusque par terre, pourquoi? Pour pas qu'on voit ces gens. Voilà, très bien. Donc, les religieux, les béguines étaient habillés de manière très sobre. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Alors, la vie dans le béguinage, elle était dirigée par une béguine qui était la grande maîtresse. Alors, à Bruges, on l'appelle la grande demoiselle. Alors, cette grande maîtresse, elle instaure tout plein de règles dans le béguinage. Entre autres, il y a une règle très importante que les béguines devaient respecter. C'était pas d'hommes dans le béguinage pendant la nuit. À votre avis, pourquoi? Oui? Pour pas qu'ils fassent des choses. Oui. Et donc, ça s'appelle... elles doivent obéir à quelque chose, à un vœu. Est-ce que vous connaissez ce vœu? Comment on l'appelle? Justement, ne pas avoir de plaisir. Ça s'appelle la chasteté.
Donc ça c'est un des vœux qu'elle devait absolument respecter. Donc pas d'homme dans le béguinage et jamais être en présence d'hommes toute seule. Enfin, d'être en présence avec un homme toute seule. Donc ça c'était un des vœux qu'elle devait prononcer. Alors un autre vœu que les religieuses pourraient prononcer, c'est lequel? Les religieuses, elles font quoi la journée? Elles prient. Et donc ça s'appelle le vœu de piété. Donc toute la journée, au moment rituel de la journée, par exemple, avant le repas, avant le repas, au coucher, elles allaient prier. Alors, comme vous l'avez dit, la description des petites maisons ici, il faut savoir que la plupart du temps, les béguines vivaient seules dans leur maison parce qu'elles pouvaient avoir un travail et garder leur richesse. Donc, elles ne faisaient pas de vœux de pauvreté comparé, par exemple, à n'importe quelle religieuse. Donc, elles pouvaient vraiment travailler, avoir tout ce qu'elles voulaient, mais elles devaient rester sobres, comme vous le voyez, sur elles-mêmes. Donc, c'était vraiment... Elles ne pouvaient pas montrer leur richesse, mais elles pouvaient en avoir. Alors, il y a certaines béguines, évidemment, qui n'étaient pas spécialement riches et qui n'avaient pas la possibilité de vivre dans une maison toute seule. Alors, elles vivaient en communauté. Elles vivaient dans ce qu'on appelle dans des maisons collectives. Et donc, évidemment, la vie est régie comme dans le béguinage, sauf qu'évidemment, il y a des règles en plus pour vivre en communauté. Par exemple, lorsqu'elles mangent, à votre avis, est-ce qu'elles peuvent faire du bruit ou pas? Non. Voilà. Elles devaient manger essentiellement en silence. Maintenant, Anissé vous a dit que les béguines menaient une vie active. Alors, à votre avis, qu'est-ce que les béguines pouvaient faire dans la vie? Oui. Le ménage, oui, elles allaient dans les presbytères, donc la maison des curés qui était en dehors du béguinage, faire toutes les tâches de ménage qu'il y avait à faire, oui. Planter des fleurs, donc oui, elles avaient des petits jardins, oui. Garder à ce que tout cet endroit, donc tout le béguinage, tout cet endroit soit propre et beau. Oui, très bien. Autre chose. Alors ici, à Nivelles, il y a une école qui est dans la rue du béguinage. Donc à votre avis, quel pourrait être le rôle des béguines? Là? Oui? Elles donnent cours. Voilà. Elles ont été enseignantes. Alors au départ, elles étaient enseignantes pour un seul élève. À votre avis, fille ou garçon? Fille, pourquoi? Parce que quoi? Oui, et aussi à cause de quoi? Qui n'a pas encore parlé? Elle ne doit pas être seule. Voilà, avec un homme. Donc même avec les garçons, elles ne pouvaient pas rester seules. Donc généralement, c'était souvent des filles. Autre rôle. Alors si je vous dis, dans un béguinage, il y a toujours eu une infirmerie. Quel pourrait être un autre rôle des béguines? Voilà, elles étaient infirmières. Très bien. Donc elles étaient infirmières et de nouveau, plus d'hommes ou plus de femmes? Plus de femmes. Plus de femmes, très bien. Alors, il y a encore, par exemple, quel autre métier à Bruges elles pourraient avoir? À Bruges, oui. Elles étaient dentelières aussi. Donc elles ont aussi travaillé énormément dans l'industrie de la pierre, l'industrie de la laine. Donc voilà, comme ça vous avez vu un peu les rôles des béguines. Alors il faut savoir que si les béguines ne respectaient pas la vie en communauté, ou bien une des règles, la première sanction, si c'était pas trop grave, elles devaient s'excuser auprès de toutes les béguines. Et si elles avaient fait une faute grave, soit elles étaient assignées à résidence. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Assignées à résidence? Elle ne peut plus être dans une maison toute seule. Elle ne peut plus être dans une maison toute seule, c'est ça que tu as dit? Oui. Non, c'est pas vraiment ça. Oui? Elle peut plus être béguine? Non, c'est pas ça. Assignée à résidence? Elle peut plus vivre dans une résidence? Ah ben non. En fait, justement, elle est obligée de rester dans sa maison. Donc c'est vraiment le contraire de ce que vous avez dit. Donc elle est obligée de rester dans sa maison. C'est quelque chose qui fonctionne aussi encore maintenant, qui est encore appliqué maintenant. Et soit c'était l'exclusion. Donc voilà. Je pense vous avoir tout dit. Donc, juste pour répéter, les vœux qu'elle prononçait, donc il y avait le vœu de la chasteté, de piété, très bien. Et alors elles obéissaient, donc c'est le vœu d'obéissance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Vous aviez dit donc elle ne pouvait pas rester avec un homme seul, mais vous aviez dit aussi qu'elle pouvait sortir pour se marier. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles n'étaient pas obligées de rester à vie dans le béguinage. Donc elle pouvait sortir voilà, quand elle voulait. Elle pouvait sortir quand elle voulait du béguinage et revenir dans une vie, je veux dire, normale. Et c'était pas vraiment une obligation? Non, c'était pas vraiment une obligation. Oui. Si elle sortait, elle prenait juste ce qu'elle avait besoin, ou alors elle prenait tout, sa richesse. Généralement, quand elles sortaient du béguinage, elles étaient toujours accompagnées à deux. Pourquoi? Pour que l'une surveille l'autre, d'accord? Mais quand elles partaient du béguinage, tout leur bien matériel, elles pouvaient le reprendre avec, puisqu'elles avaient le droit de travailler et d'avoir leurs affaires. Oui. Et une fois qu'elles sont parties, elles peuvent revenir quand elles veulent? Non, ça dépend ce qu'elles ont fait. Si par exemple elles sont mariées, elles ne peuvent pas revenir. Ah ouais. Oui. Il y a une différence entre les béguines et les sœurs? Oui, elles ne prononcent pas de vœu de pauvreté. Donc les béguines, elles peuvent avoir tous les biens matériels qu'elles veulent. Oui. Elles s'habillent à peu près comme les moines, en fait. Oui, c'est ça. En fait, le mot béguine vient de moine mon Dieu, en fait. Ça veut dire moine mon Dieu. Autre question? Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par là. Moi, je m'appelle Thomas. Moi, je m'appelle Thomasina. Moi, je m'appelle Guillaume. Pinter Jérémy. Moi, je m'appelle Mickaël. Je m'appelle Maxime. Bon, Ilan. Moi, c'est Romane. Lola. Karine. Bastien. Gordo. Iris. Fanny. Ophélie. Divine. Florian. Nicolas. Je m'appelle Vincent. Renza. Mégane. Aurélie. Mégane. Je m'appelle Anthony. Catherine. Antoine. Maureen. Thérésia. Monsieur Dufay. Anissé. Céline.